Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps. Non, je ne suis pas parti en Ukraine, malgré mon accoutrement. Alors oui, maintenant, je montrerai plus ma bouche, ce qui va me forcer à articuler plus clairement, enfin, plus précisément. Alors si je montre plus ma bouche, c'est parce que j'ai pas envie de nourrir l'IA, qui a déjà été suffisamment nourrie par le passé. Et voilà, non, l'IA, tu ne verras plus mes yeux, tu ne verras plus ma bouche. Voilà, il te reste une aire de peau à nu. Amuse-toi avec. Attendez, j'essaye quand même de faire en sorte que toutes les idioties que je vais vous raconter soient globalement compréhensibles. Voilà, tiens, je vais faire ça comme ça. Alors, oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici il fait beau, j'en profite pour enregistrer une vidéo. Enfin, c'est surtout parce que j'ai des réflexions qui me tournent dans la tête, telle la chanson Vacciné bébé destinée à Daniel Conversano, et c'est vraiment, enfin, ça prend le chou. Donc je viens me décharger sur Internet, dans vos oreilles et dans vos cervelles. Et voilà, maintenant ça sera à vous de réfléchir à ces choses-là, aux choses que je vais vous exposer dans la vidéo ci présente. Alors cette vidéo s'appelle Rituel d'humiliation. Je ne sais pas si je vais mettre un point d'interrogation ou pas. Peut-être pas. Rituel d'humiliation, pourquoi? Alors pendant la crise Covid, sur des forums de discussion plutôt mal pensants, par exemple 4chan, enfin qui n'est pas un forum, qui est une planche à images plus précisément, le mot humiliation ritual revenait souvent, donc rituel d'humiliation. Alors quels étaient les rituels, à quel rituel d'humiliation faisait-il référence? Eh bien par exemple au fait de se masquer la gueule pour aller acheter du papier toilette, de signer une auto-attestation, et de... Voilà, c'était c'est les deux choses auxquelles on pouvait penser. Sinon il y avait des trucs beaucoup moins rigolos comme les enfants masqués à l'école. Et donc c'est des rituels qu'on nous imposait et auxquels on devait participer, et qui en plus étaient parfois renouvelés au cours même du rituel. C'est-à-dire que si vous aviez le malheur de baisser votre masque sous votre nez pour éviter d'étouffer, et que vous étiez face à un préposé de magasin ou un préposé d'autorité un peu zélé, il vous disait le masque c'est sur le nez. Et malheureusement, soit vous sortiez, soit si vous aviez besoin de faire des courses ou de je sais pas, de bagnauder dans l'espace public, vous remettiez votre masque sur votre nez. Voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler un rituel d'humiliation. Et quel était le but? C'était évidemment d'humilier les gens. C'était aussi peut-être de faire en sorte qu'une fois que toute cette mascarade serait terminée, les gens n'allaient pas commencer à se venger parce qu'ils avaient pris sur eux-mêmes, enfin ils avaient accepté, ils étaient allés loin dans l'acceptation. Donc finalement ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes et pas à tous les psychopathes qui nous ont incités à nous faire injecter avec des cochonneries dont on pouvait préjuger qu'elles allaient avoir des effets parfois catastrophiques. Parmi ces autres rituels d'humiliation, il y avait alors je ne sais pas si on a trop eu ça en Europe, mais aux États-Unis par exemple, ils vous proposaient d'avoir un donut gratuit ou une barquette de frites. Ah si, il y a eu ça en Europe avec les prostituées. Vous aviez une pipe contre un vaccin égale une pipe. Et il y a encore des images qui traînent sur Twitter, vous pouviez voir des Américains tout contents de se faire injecter et puis d'avoir un donut à la crème gratuit. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on peut qualifier de rituel d'humiliation. Et les gens qui ont participé à ça font volontairement, en disant, il y a un gars, une image qui revient souvent, donc un gars sur Twitter qui montre son bras avec un sparadrap, qui montre son certificat de vaccination, et qui prend une photo de lui-même en train de croquer dans un donut à la crème.
Et il dit ouais, voilà, j'ai eu mon donut gratuit après m'être fait vacciner. Et puis vos réflexions sur mon indice de masse corporelle, gardez-les pour vous. Parce qu'évidemment, le gars est en surpoids. Entre le surpoids, entre le léger surpoids et l'obésité morbide. Donc on a eu ces dernières années quand même pas mal de rituels d'humiliation. Et puis, enfin, pas que ça, aussi le fait que les covidistes, les médecins de plateau télé, les bots pharma et les connards psychopathes payés par personne, mais qui ont le syndrome du lèche-bot et qui aiment se mettre du côté de l'autorité la plus coercitive, nous répètent sans arrêt que non, il n'y a aucun effet secondaire, que tout ça c'est dans nos têtes, qu'on est des conspirationnistes, voilà. Ça aussi, ça fait partie des rituels d'humiliation. Alors là, l'humiliation, elle est totale pour les gens qui souffrent d'effets secondaires ou qui ont des gens à côté d'eux qui souffrent d'effets secondaires. D'ailleurs, je suis très surpris qu'en fait, pour l'instant, il n'y a aucune réaction violente, mais encore une fois, on nous a fait participer à ces rituels. On y a participé nous-mêmes volontairement. Et donc, c'est peut-être logique qu'en fait, il n'y ait aucune réaction violente, puisqu'on se rend compte, puisqu'on se dit inconsciemment que c'est bien de notre faute et qu'on a bien été cons. Donc ça, c'était pour les rituels d'humiliation de la crise Covid. Alors cette vidéo, elle parle pas de la crise, elle va pas parler de la crise Covid, elle va parler de Candace Owens et plus précisément de l'affaire Brigitte et d'Emmanuel Macron. Alors ça va partir dans tous les sens, je suis désolé, mais il y a quand même une certaine cohérence à tout ça. Quand alors le premier épisode de Becoming Brigitte, donc de Candace Owens, qui a été diffusé, je crois c'était la semaine dernière, je sais plus si c'était vendredi ou samedi soir, mais c'était très surprenant. Excusez-moi, j'essaye de me mettre au centre de l'attention, au centre de la vidéo. Je vais pas y arriver. Ah si, peut-être. Bon. Oui, donc la première vidéo de Candace Owens, où en fait elle a... Alors les rageux, les mauvais coucheurs, les gens qui passent leur temps à se plaindre et les bots, on dit « Ah, mais on n'a rien appris de nouveau, quelle arnaque, elle s'est bien foutue de notre gueule. » Alors, et c'est en fait ce qui s'est passé, mais j'arrive pas du tout à me mettre au milieu, c'est vraiment insupportable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a adopté un angle d'approche qu'on ne pouvait pas adopter en France. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos de l'affaire Brigitte auxquelles on a eu droit en France, on a surtout parlé, les gens, Xavier Poussard, Natacha Ray, tout ça, ont surtout parlé des zones d'ombre et des fréquentes, autour de Brigitte. Mais l'angle d'attaque de Candace Owens, c'était directement regardez, il y a énormément de trucs en rapport avec la pédophilie autour d'eux. Donc Duhamel, Claude Lévesque, André Gide, machin. Et ça, c'est un angle d'attaque qui je pense qu'il n'était pas possible en France, parce que là, ça aurait été tout de suite procès. Ah là là, vous diffamation, vous laissez entendre qu'on fréquente des pédophiles, qu'on les protège. Voilà, procès, problème juridique bien plus important à mon avis. Mais Candace Owens peut se le permettre, parce qu'elle vit aux États-Unis, et puis que là-bas, voilà, comme elle le dit, elle les provoque, toute pleine d'hormones de grossesse, elle est complètement frontale et très drôle. Elle dit, bah écoutez, monsieur Macron, Brigitte Macron, venez dans le Tennessee, portez plainte contre moi, et puis on va voir ce qui se passe. Donc son angle d'attaque était excellent. Elle a tout de suite mis les pieds dans le plat en disant, bah regardez, des histoires de pédophilie, ils ont protégé Claude Lévesque, machin. Enfin, ils n'ont pas protégé Claude Lévesque, mais il avait acheté Brigitte avait fait acheter un tapis de lui pour l'Élysée. L'histoire avec Duhamel, tout ça. Elle en a reparlé aussi. Elle n'a pas reparlé de Duhamel, mais elle a reparlé du fils de Webedia, du fils du patron de Webedia dans je sais plus quel épisode. Je crois que l'avant-dernier. Donc voilà, dès le premier épisode, elle a mis les pieds dans le plat. Et je me suis dit, mais c'est quand même très très violent, c'est hyper agressif et très frontal. Moi qui suis mal pensant depuis 2 décennies, j'ai jamais vu ça. Évidemment, je suis complètement ravi, je suis totalement enjaillé. Mais plus qu'enjaillé, devant ce premier épisode, devant cette introduction qui mettait les pieds dans le plat directement en parlant de pédocriminalité, j'étais flabbergasté, j'étais discobombulé. Franchement, j'étais sur le fion.
Et, et ouais, enfin, et après je me suis dit, mais c'est quand même très violent. Ça ressemble à une humiliation publique. Enfin voilà, d'où cette idée de rituel d'humiliation. Et une humiliation publique qui continue. Enfin, qui va. Là, on est au 2e épisode, je crois, il va y avoir 6 épisodes. Et c'est pas très rigolo pour le pouvoir français. Et puis, enfin, donc du coup, nous les Français qui avons suivi l'affaire et qui avons plus ou moins lu les faits et documents, on n'apprend peut-être pas grand-chose, mais ça remet quand même plein de choses, ça remet quand même plein de choses en tête. Mais pour le public non francophone qui n'a pas eu l'occasion d'écouter plein d'interviews ou de lire les faits et documents, c'est vraiment très très choquant. Par exemple, hier soir, Candace Owens a montré les photos de Jean-Jacques Trogneux, donc qui a quand même un énorme air qui a quand même des traits faciaux très semblables à ceux de Macron. Sur le chat, les non francophones étaient, enfin voilà, ils étaient choqués quoi. Ils étaient éberlués, estomaqués qu'effectivement un membre de la famille Trogneux et Emmanuel Macron se ressemblent tellement. Alors pour en revenir au rituel d'humiliation, pour pas partir dans tous les sens, ce qui se passe pendant ce qui s'est passé pendant les présidences Macron, c'est qu'on a constaté qu'on avait un président qui était pas ouvertement homosexuel, mais bon, c'est un secret pour personne, et qu'il avait une grande attirance pour les gens de couleur noire. Vous vous souvenez des images, enfin ça aussi c'était un rituel d'humiliation. Vous vous souvenez des photographies qui ont été prises dans une géole tropicale où Macron, la chemise trempée de sueur, tient par la taille un jeune délinquant mélanoderme. Regardez son visage, il est dans un état de subjugation érotique totale. C'est comme s'il était en train de contempler une œuvre d'art qu'il met dans un état de transe hypnotique. Et ce jeune délinquant lui met la main sur le ventre. Il y a une autre photo de cette séquence, c'est Macron donc, qui tient toujours par la taille ce jeune délinquant. Jeune délinquant qui fait un doigt d'honneur. Macron est un peu penché, il a un sourire complètement euphorique, et il tient la main comme ça devant ce jeune délinquant, à peu près au niveau de sa taille. C'est très drôle, on dirait qu'il y a un sexe invisible qu'il est en train de masturber, enfin bref. Et alors, je veux pas croire une seconde que au niveau d'un chef d'État, tout ce qui est de l'ordre des médias et de la communication, ça soit pas passé au peigne fin. Donc ça veut dire que ces photos-là, enfin, je veux dire, dans une période normale, même si le président, voilà, a des goûts un peu déviants, il y a un photographe qui prend ces photos-là, tout de suite les cellules de l'Élysée scrutent les photos, disent ça passe, ça passe pas. Elles voient ces photos-là, elles disent non, c'est impossible, non seulement ça passe pas, mais si jamais tu t'amuses en plus à refaire des photographies, enfin des photos de ce genre pour essayer de faire du buzz, mon gars, tu vas finir dans une décharge publique. Donc ces photos-là sont sorties, c'est ce qui est complètement invraisemblable, ce qui était déjà invraisemblable à l'époque. Enfin, dès qu'elles sont sorties, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, elles sont sorties. On les a laissées sortir. Et je pense que ça fait aussi, vu la réaction que ça a provoqué en France et dans le monde, ça faisait aussi partie d'un rituel d'humiliation. Ensuite, pendant la présidence Macron, la France a quasiment perdu toute son influence dans ses ex-colonies d'Afrique subsaharienne. Ça aussi, c'est un gros rituel d'humiliation pour le pouvoir français ou pour le symbole de la France, qui historiquement était un pays qui avait beaucoup de colonies en Afrique subsaharienne et qui avait encore beaucoup de pouvoir en Afrique subsaharienne, parce que bon, la post-colonisation, c'était juste une continuation de la colonisation par d'autres moyens. Excusez-moi, j'ai de la buée sur mes verres de lunettes.
Donc il y a quand même pas mal de rituels d'humiliation autour de Macron. Et là, le dernier en date, c'est un rituel d'humiliation donc qui est porté par Candace Owens. Candace Owens, qui est une Afro-américaine. Donc vous voyez, on peut constater qu'il y a quand même une thématique autour de l'Afrique subsaharienne, autour de l'Afrique noire, d'Emmanuel Macron et de l'humiliation. Parce que pour résumer, on a un président dont tout le monde sait qu'il est homosexuel, qu'il aime le bois d'ébène, et on se doute bien que quand il va en Afrique, s'il se livre à des ébats charnels, c'est pas avec des escortes ukrainiennes. Donc au niveau de la scène internationale, c'est peut-être un peu humiliant pour le pouvoir français. Alors, quelle serait la raison de ce rituel d'humiliation en lien avec l'Afrique noire? Bon, alors ça, c'est quelque chose. C'est pas en lien avec Macron. Il y a autre chose à voir. C'est que les vagues migratoires, les migrants tarés qu'on nous envoie, les histoires de les viols barbares, les coups de couteau, tout ça qui deviennent monnaie courante sur notre territoire et sur le territoire européen en général. Donc qui sont perpétrés par des tarés qu'on nous envoie en nous faisant croire qu'ils sont des mineurs isolés. Ça aussi, ça fait partie d'un rituel d'humiliation. Mais quel est le but? Alors moi, c'est mon interprétation. J'allais dire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle vaut pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous dirigent, qu'on ne connaît pas, parce que ceux qu'on met en avant, c'est pas franchement des gens qui ont du pouvoir, sauf peut-être des personnes comme Dick Cheney, qui fait partie du complexe militaro-industriel américain, qui lui, de toute façon, est tellement intouchable et a tellement de pouvoir qu'il peut montrer sa gueule. Les gens qui nous dirigent trempent dans la magie noire, dans toutes les pratiques occultes, dégoûtantes qui existent depuis la nuit des temps. Et ils se doutent bien que ce qui se passe au niveau, ce qui marche au niveau individuel marche au niveau collectif et inversement. Donc la France est un pays qui a eu beaucoup de colonies en Afrique, notamment, pas qu'en Afrique, mais beaucoup en Afrique, et qui s'est pas très bien comporté. Hein, on n'a pas été aussi abominable que les Belges, mais on peut pas dire qu'on ait laissé un souvenir formidable chez les Africains. Donc il y a quand même une sorte de karma collectif qui pèse sur la France. Et comment évacuer ce karma collectif où, sans parler de karma, il y a eu des actions parfaitement inadmissibles qui vont appeler des réactions violentes. Si on ne met pas, s'il n'y a pas, je sais pas, des débats publics ou voilà, des symposiums pour dire, bon ben voilà, on a fait ci, on a fait ça, sans parler forcément de réparation, comment on peut faire pour que les choses se détendent et qu'on expie ou qu'on vous demande pardon ou qu'on fasse en sorte d'aider à votre développement sans continuer à vous piller. Donc ça, c'est pas ce qui va se passer. Mais ce qui peut se passer, c'est que les réels dirigeants se disent, bon bah il va falloir, pour éviter que la réaction soit incontrôlable, il faut provoquer une réaction contrôlée, donc une expiation qu'on va contrôler nous-mêmes. Alors pour l'instant, ce qui était évident, c'était que les mineurs isolés, complètement tarés, qui viennent faire des atrocités sur notre sol, en réponse, pour eux, c'est pas qu'on leur a dit, ils sont pas en mission, mais des peuples collectivistes comme le sont les populations africaines, ils voient un blanc. Pour eux, c'est, je sais pas si c'est l'esprit de leurs ancêtres qui parle à travers eux, mais ils se disent, ah, c'est un connard de colon, il a pillé mon pays, il a fait des sales trucs. Enfin, il se dit pas ça consciemment, mais inconsciemment, je pense que c'est ça ce qui se passe dans sa tête. Donc ça veut dire que n'importe quel Européen, n'importe quel blanc, en particulier un Français, s'il vient d'une ex-colonie française, ça peut être une cible.
et lui, il est porteur d'une histoire collective qui va s'exprimer contre des gens qui ont collectivement commis des choses soit pas glorieuses, soit carrément abominables chez lui. Et ça permet, je pense, ça permet, c'est une réaction qui vient en réponse à l'action donc des projets coloniaux et post-coloniaux, et ça vient faire baisser la pression. Et d'ailleurs, aparté, les Chinois vont rouler un jour, je pense, sur l'Occident. Et pour ça, on peut remercier les Anglais, parce que les Chinois sont aussi très collectivistes. Les Anglais ont fait des choses, se sont permis avec la guerre le trafic d'opium, tout ça, de prendre les Chinois pour des cons et d'essayer de détruire leur civilisation. Les Chinois, ils n'ont jamais oublié ça. Ils détestent les Occidentaux. Et un jour, je pense, et j'ai peur qu'un jour, ils cherchent à nous le faire payer. Donc quand on dit les Anglais sont les ennemis du genre humain et des gens abominables, on n'a pas forcément tort. Si les Chinois un jour décident de rouler sur l'Occident, il faudra remercier les Anglais, comme je viens de dire. Donc, ces histoires de karma collectif et de réaction à des actions et de rééquilibrage, on va dire, peut-être de rééquilibrage énergétique. Donc on l'a vu, on le voit avec les vagues migratoires et les migrants isolés, violeurs et couteliers. Ça fait partie. Ça permet, je pense, à nos élites, aux gens qui nous dirigent, de procéder à un rééquilibrage en faisant payer la population. C'est-à-dire que c'est pas leur pouvoir qui va être mis à bas, c'est la population qui trinque. Voilà, on privatise les profits et on socialise les pertes. Donc la population trinque pour leur politique coloniale et post-coloniale. Mais peut-être que ça suffit pas, et peut-être qu'il faut aussi que le pouvoir visible, qui n'est pas le pouvoir réel français, soit humilié. Et c'est pour ça qu'on a un Emmanuel Macron dont tout le monde sait qu'il est homosexuel et qu'il aime les hommes africains, qui apparaît sur le devant, qui est mis en scène. Parce que encore une fois, à l'international, c'est votre président là, il aime se faire couscousser par des gars qui viennent de la jungle. Donc ça, c'est sur la scène internationale, c'est une humiliation. Et ça permet peut-être aussi de procéder à un rééquilibrage énergétique, d'avoir une réaction en réponse à des actions, qui remet un peu les choses à niveau. Et puis encore une fois, voilà, l'humiliation rituelle de l'affaire Brigitte exposée aux yeux du monde est portée par Candace Owens, qui est une Afro-américaine. Ensuite, quoi d'autre ? Oui, il peut y avoir aussi une partie d'humiliation dans le fait que chez les Africains subsahariens, il est connu qu'ils aiment pas trop les homosexuels, voire qu'ils les persécutent et les mettent à mort. Mais il y a un truc intéressant, c'est que les homosexuels en Afrique, on va dire chez les populations africaines, subsahariennes ou afro-américaines, si l'homosexuel est un artiste, il est parfaitement accepté. Par exemple, aux États-Unis, en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, il y a un style de musique assez marrant qui s'appelle la bounce. Et en gros, c'est une musique de trance hypnotique avec des samples vocaux très saccadés et incroyablement répétitifs. C'est vraiment intéressant. Avec un chant un peu rappé et avec du twerk. D'ailleurs, le twerk, les danses du cul qui ont été à la mode ensuite dans le rap, ça vient de la bounce de la Nouvelle-Orléans dans les années 90. Et les artistes de bande se disent le twerk ça vient d'Afrique, voilà, c'est le mapuka, et puis en gros c'est des danses de fertilité quoi. Mais la bounce traditionnellement, depuis, après je connais pas bien, mais je connais vaguement, mais tous les artistes de bounce
qui sont des Afro-Américains, ce sont des travestis. Et c'est des travestis et ils en font pas du tout. Enfin, c'est pas du tout un mystère. Hein, c'est des hommes déguisés en femmes, ouvertement homosexuels, qui twerk. Et la bande, ça plaisait pas, je sais pas, à une population déviante. Enfin, pas déviante sexuellement chez les Afro-Américains. Ça plaisait. Enfin, les artistes de bande, s'ils jouaient dans des clubs la nuit, et les populations qui venaient les voir, c'était des Afro-Américains, des gangsters, des gens de mauvaise vie, qui sont plutôt dans l'ultra-virilité et dans la violence. Et eux, ils allaient s'enjailler en voyant des Afro-Américains travestis twerker sur scène. Et ça posait aucun problème. Et bon, alors vous pourriez me dire, ah bah oui, mais d'accord, mais ça prouve rien au niveau de la mentalité d'Afrique subsaharienne par rapport aux homosexuels, parce que c'est l'Amérique. Ok. Mais si vous prenez le Congo-Zaïre, donc ça c'est le cœur des ténèbres, hein, le Congo-Zaïre, c'est Heart of Darkness, quand Joseph Conrad écrit Au cœur des ténèbres, il parle du Congo-Zaïre. C'est de la jungle, c'est des populations qui sont hyper chaleureuses, et c'est d'immenses artistes, mais dès que ça part en sucette, c'est les actes de barbarie les plus innommables que vous pouvez imaginer. Cannibalisme, tout le monde se découpe à la machette, des viols à la baïonnette, enfin voilà, des trucs complètement innommables. Et puis d'ailleurs, il y a eu depuis la guerre au Congo-Zaïre avec le Rwanda et tout ce qui se passe là-bas, les exactions, il y a eu je sais pas, on doit être à entre 5 et 10 millions de morts depuis les années 90, avec la bénédiction, voire l'aval, voire la participation des puissances occidentales. Donc il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Mais oui, alors par rapport à la façon dont les Africains subsahariens voient les homosexuels au Congo-Zaïre, qui sont d'immenses musiciens, de très très grands artistes, il y a un artiste très connu que tout le monde adore. Enfin, maintenant il est mort, paix à son âme, malheureusement. Il est mort malheureusement et paix à son âme. Il s'appelait le général Defao, donc Defao Matumona. Et donc c'était un gars un peu bien gros. Et qui était, tout le monde savait qu'il était homosexuel, mais tout le monde l'adorait. Parce que incroyable chanteur, des chansons magnifiques, très grand danseur, super musicien autour de lui. Franchement, allez écouter ses albums si vous aimez ce genre. Donc plutôt sa carrière solo après on va dire entre les albums Amour scolaire, donc qui doit être sorti à la fin des années 80. Et puis les albums des années 90, après c'est un peu moins bien. On va dire jusqu'au milieu, fin des années 90. Mais voilà, Amour scolaire, Alvaro Monza, Salanoki. Enfin voilà, depuis la fin des années 80 jusqu'au milieu, fin des années 90, écoutez ces albums, c'est vraiment de la super musique. Et donc lui, Defao, Zaïrois, ouvertement homosexuel, mais tous les Zaïrois l'adorent. Alors que normalement, les Africains sont connus pour pas du tout aimer les homosexuels, pour ne pas supporter ce genre de déviance. Donc ce qui veut dire que dans la mentalité d'Afrique subsaharienne, l'homosexuel est accepté s'il est un artiste. Je pense qu'aussi il est accepté s'il est un sorcier ou s'il est en marge de la société. Mais en tout cas, au niveau des artistes, ça pose aucun problème. On n'en parle même pas, on dit ah bah oui, il est comme ça, bah oui, voilà, il couche avec des hommes. Mais c'est même pas, ils disent on s'en fout, c'est même pas refoulé, c'est complètement accepté. Ça pose aucun problème. De la même façon que pour les gangsters de la Nouvelle-Orléans qui sont dans des trafics et des histoires d'homicides de masse, que eux ils s'enjaillent sur de la bande de voir des Afro-Américains mâles travestis twerker, ça pose aucun problème. Donc quel est le rapport avec Macron ? C'est que Macron il est allé notamment à Kinshasa en Afrique noire et il s'est enjaillé avec Fally Ipupa. Quand je dis enjaillé, c'est il a fait la fête, hein. Je dis pas que Fally Ipupa qui est un grand chanteur de musique congolaise et homosexuel, je pense pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il a fait la fête avec eux, puis je pense qu'on lui a ramené des gigolos. Mais ça a choqué personne là-bas. Peut-être qu'ils ont dû rigoler en se disant ah le président français est homo.
Mais je suis pas sûr qu'ils en ont pas fait. Il n'y a pas eu de grande tirade ou il n'y a pas eu de grande déclaration du genre c'est la honte. Bon, si, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont dit quand même c'est honteux, mais c'est pas, il n'y a pas eu un mouvement sur les réseaux sociaux, un mouvement de foule pour dire non mais c'est n'importe quoi. Le président français est homo, il vient nous visiter. Vous faites la fête avec lui, c'est pas possible. Donc je suppose qu'en fait, c'est ce que ça veut dire en fait. Je suppose en fait ce que ça veut dire en fait. Je suppose que ce que ça veut dire, c'est que les Africains subsahariens, donc encore une fois, la France a eu énormément de colonies en Afrique subsaharienne. euh, les Africains subsahariens considèrent qu'Emmanuel Macron, c'est moins un président qu'un artiste. Parce qu'ils ils reconnaissent son homosexualité, ça leur pose pas trop de problèmes, aussi bien dans les géoles tropicales qu'au Congo-Zaïre. Et ça veut dire c'est pas forcément, c'est pas un processus conscient, hein, mais c'est inconsciemment au niveau de leur psychisme collectif, ce qui se passe peut-être, c'est qu'ils se disent, bah, ce gars-là est homosexuel, mais c'est pas un problème parce qu'en fait c'est un artiste. Et ça veut dire que c'est moins un président, c'est moins un chef d'État qu'un artiste. Alors Macron, on l'a vu, voilà, il aimait le théâtre, il aime bien la littérature. Et ce truc de présenter un président à aux populations des ex-colonies dont on sait que collectivement on leur a fait du mal et qu'on doit le payer, on leur présente non pas un chef d'État, mais on leur présente un acteur. On leur présente un artiste, un acteur. Et ça aussi, c'est une humiliation, parce qu'au niveau inconscient, ça veut dire, vous n'êtes pas, vous les Français, vous n'avez pas un chef d'État à la tête de votre gouvernement. Vous avez un acteur de théâtre, vous avez un artiste. Un artiste qui se fait passer pour un président. Mais bon, tout le monde, personne n'est dupe et tout le monde sait bien que c'est peut-être pas lui qui dirige, que c'est sans doute pas lui qui dirige et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Et ça change bien du temps, par exemple, où Valéry Giscard d'Estaing allait baiser la femme de Bokassa alors que Bokassa était pas loin. Donc là, c'est Emmanuel Macron qui n'est même pas considéré, qui n'a même pas un statut de président, mais qui a plus un statut d'acteur, qui va en Afrique noire fricoter sans doute avec des gigolos locaux. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même énormément d'humiliation pour le pouvoir français. Et mon interprétation, c'est que tout ça est délibéré et calculé. Calculé pour qu'au niveau des psychismes collectifs, il y a une espèce de rééquilibrage énergétique qui se passe. Et pour terminer, Candace Owens a parlé d'André Gide. André Gide, oui, qui était aussi ouvertement homosexuel, qui était ouvertement homosexuel, mais elle le présente comme un pédocriminel. Alors là, je pense pas que... pour en avoir lu un peu, je pense pas qu'André Gide était pédocriminel. Il était certes homosexuel, de toute façon, vu son enfance, c'était... je dis pas que c'était couru d'avance, mais il y avait quand même des déterminismes, il a perdu son père tôt, il a été élevé par sa mère qui était assez protectrice, je crois. Au collège ou au lycée, il a eu une amitié plus qu'ambiguë avec un camarade. Voilà. Donc ensuite, je crois que c'est dans Si le grain ne meurt qu'il explique, qu'il raconte ses premiers voyages au Maghreb et donc qu'il a commis l'acte vénérien avec un jeune adolescent. Mais c'est pas des histoires de viol. Il n'y a pas eu de viol en réunion, ou il n'y a pas eu d'abus. C'est-à-dire que à cette époque déjà, il y avait énormément de tourisme sexuel. Et en fait, c'est un ado qui l'a plus ou moins, dans ce qu'il raconte, qui l'a allumé et qui lui a fait des avances. Et Gide a cédé à ses avances. Il a pas cédé à ses avances, il était comme un fou en fait, parce que voilà, Gide était homosexuel. Mais aussi, dans cette même période, quand il était au Maghreb, il a couché avec une prostituée. Après, cette prostituée a couché avec un gars, avec un autre Européen avec qui il était là-bas. Il était un peu jaloux. Je crois qu'il était un peu jaloux. Enfin, voilà.
Mais bon, ensuite, je connais pas le restant de sa vie. Mais bon, je crois qu'il est de notoriété publique qu'à la fin de sa vie, que toute sa vie, Gide est un peu retourné au Maghreb, voilà, fricoté avec non pas des gamins mais des adolescents. Voilà, je pense que c'était plutôt un esthète déviant qui aimait les jeunes corps, mais je pense pas du tout que c'était un pédocriminel. Et je pense pas qu'il. Enfin bon, après je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas l'impression, d'après ce que j'en ai entendu et d'après la façon dont il s'exprime à l'écrit, qu'il y avait énormément de vices en lui. C'était plutôt quelqu'un qui était torturé justement par ses penchants et qui trouvait une façon d'y céder pas trop pas trop crade, encore que voilà, quand on est adulte, coucher avec un adolescent, c'est vraiment pas glorieux, quoi. Mais je pense pas que c'était, je pense pas du tout que c'était un pédocriminel, des histoires de viol, d'abus, de viol, ou encore pire de cérémonies rituelles qui finissent par des mises à mort ou des tortures. Et je pense pas non plus que c'était un espèce de Gabriel Matzneff qui lui est ça se voit dans sa prose poisseuse, qui lui est un dégoûtant personnage, quoi. Qui est plus proche de la pédocriminalité, même s'il a rien, même je suis pas sûr que Matzneff ait pu violer quiconque, mais Matzneff est déjà beaucoup plus dégueulasse qu'André Gide. Alors donc Candace Owens a présenté André Gide comme un pédocriminel et un sale type. Moi je suis pas sûr. Et André Gide, donc, sur la photo de l'Elysée quand Macron est devenu président, il y a un bouquin d'André Gide. Donc il y a un clin d'œil. Et je pense que c'est un clin d'œil justement de la part de... Alors il y a deux possibilités, puis c'est peut-être les deux à la fois en fait. Il y a un aspect de clin d'œil de la part de réseaux, eux, pédocriminels, et qui sont dans des trucs ignobles, indescriptibles et abominables, qui sont très certainement autour du pouvoir français et d'autres pouvoirs. Donc un clin d'œil à André Gide pour dire, ah regardez, on est des monstres, mais on est cultivés, et puis on aime bien André Gide. André Gide lui aussi était pédéraste, mais c'était un grand auteur, gna 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 gna. Donc à la fois c'est montrer un vernis de culture et essayer de se donner une façade de respectabilité, parce qu'André Gide n'était probablement pas pédocriminel. Encore une fois, je peux me tromper, si vous pouvez m'expliquer le contraire, j'écouterai volontiers. Et il y a peut-être un autre aspect. Si c'est Macron lui-même qui a mis le livre, ou si on ne l'a pas forcément conseillé, c'est qu'André Gide, si vous lisez ses récits de voyage au Congo, c'est quelqu'un qui adorait l'Afrique noire et qui se trouvait très très bien en la présence d'Africains subsahariens. Justement, dans Voyage au Congo, quand il arrive dans les premières pages, il arrive à Dakar, il est content, alors il dit ouais c'est le bordel et tout, il y a du bruit, mais il y a une phrase, c'est joie de se trouver parmi les nègres ou parmi des nègres. Donc ça veut dire qu'en fait le gars il sort d'Europe et il est très content d'être en Afrique. Et l'Afrique noire de l'époque, c'était quand même bien moins. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'infrastructure, c'était le merdier. C'était le merdier parce que voilà, on était en train de détruire les façons de vivre traditionnelles qu'ils avaient. Et Gide était par ailleurs, pour son époque, c'était presque un anticolonialiste rabique. Dans Voyage au Congo, il passe son temps à dire que les Africains sont maltraités par les pouvoirs coloniaux, qu'il dénonce des administrateurs véreux, vicieux. Il paye ces gens, il paye les gens qui l'accompagnent, les porteurs, tout ça, il les paye très bien. Il s'arrange pour qu'ils se fassent pas arnaquer. Donc voilà, dans ce qu'on peut lire de ces récits de voyage, Gide c'est une bonne personne, hein. Mais c'est un déviant. Mais par contre, j'ai pas souvenir qu'il raconte quand il est en Afrique subsaharienne d'avoir eu des rapports charnels avec des subsahariens. J'ai l'impression que c'était plus au Maghreb que ça se passait.
Euh, donc c'est un... Alors pour revenir aux histoires de Macron en présence d'Africains noirs, vous voyez Macron, enfin il a bon, il est très certain, enfin, enfin ça me paraît évident qu'il y ait du MK Ultra derrière toute cette histoire. Voilà, encore une fois, les date de naissance de Brigitte Macron, date de naissance officielle de Brigitte Macron, 13 avril 1953, date de lancement du projet MK Ultra, 13 avril 1953, date de naissance du pasteur Doucet, 13 avril 1945. Donc comme on dit, c'est caché en pleine lumière. Les pervers et les psychopathes adorent montrer à leurs victimes ou aux gens qui contrôlent qui les contrôlent et qui font pas du tout ça par hasard. Candace Owens aussi, elle a montré des photos que j'avais pas vues de Macron petit. Et donc à 4 ans, Macron qui a les cheveux mi-longs, des boucles blondes, putain, il a un regard de dépressif, quoi, d'enfant meurtri. Donc toutes les histoires de MK Ultra, que Macron ça soit une marionnette MK Ultra, ça me paraît tout à fait vraisemblable. Et dans le MK Ultra, donc pour rendre les gens contrôlables, bon bah on leur fait subir des tortures rituelles et comment dire, on scinde, on morcelle leur psyché. Donc Macron, vous voyez que des fois, quand il parle de la bête de l'événement ou qu'il a une mission métaphysique, il est ultra sérieux, il est très froid, très très grave. Il a d'autres allures, d'autres traits dans d'autres circonstances où il parle sérieusement. Voilà, on dit c'est un psychopathe. Mais quand il se retrouve dans une géole tropicale, trempée de sueur, à se faire des papouilles avec des jeunes délinquants, ou quand il est en Afrique à s'enjailler avec Fali Ipupa, il est métamorphosé, c'est pas le même homme. Enfin, c'est pas du tout la même personne. Il est complètement, soit il est dans un, enfin, il est dans un état d'enthousiasme, il exalte, il est comme un gamin, quoi. Il est comme un fou, le Macron. Dès qu'il est avec des Africains subsahariens, Macron est comme un fou. Et alors le rapport avec André Gide, c'est qu'André Gide aussi, il avait l'air de se trouver extrêmement bien en Afrique subsaharienne. Sauf évidemment les problèmes liés à la colonisation. Il trouvait que c'était inadmissible. Et ben peut-être que c'est un clin d'œil de Macron justement à André Gide de dire bah voilà, moi aussi je suis un déviant et comme André Gide, je me trouve très bien dans la compagnie des gens d'Afrique. Alors pourquoi? C'est parce que je pense que dans les pays du Sud, les gens sont quand même globalement beaucoup moins névrosés, moins déviants, et que donc pour un André Gide qui était une personnalité quand même qui avait quand même des réflexions métaphysiques sur Dieu, tout ça, le bien, le mal, et qui souffrait, je pense, de ses penchants déviants. Quand il se retrouvait en Afrique, en fait, avec des gens qui étaient beaucoup moins névrosés et où il y avait moins ce genre de choses, enfin où ce genre de choses était, en fait, posait pas vraiment de questions parce que c'était interdit et que c'était pas bien vu. Enfin, que c'était pas bien vu, c'était, voilà, c'est collier de pneus, hein, parfois, maintenant à l'époque actuelle. Mais je pense que pour un André Gide, en fait, se retrouver parmi des populations moins névrosées, ça lui permettait de faire redescendre en fait son niveau de névrose à lui. C'est-à-dire qu'il se disait ah putain, en fait on peut vivre comme un être humain sans être tout le temps torturé par des questions. Voilà, est-ce que je suis homo, est-ce que je suis hétéro, est-ce que c'est mal d'être homo, est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est grave. Et en fait de se retrouver avec des populations qui vivent beaucoup plus naturellement et peut-être aussi beaucoup plus avec un pied dans le spirituel et un pied dans le matériel, plutôt que les Européens, les Occidentaux qui vivent avec deux pieds dans le matériel. Je pense que ça permettait à un André Gide de souffler, quoi, de se dire. Pff. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait apparemment pas de relations charnelles homosexuelles quand il était dans les pays d'Afrique noire. Encore une fois, je peux me tromper, hein, je connais pas bien. Et peut-être que Macron, qui par contre lui, je pense, consomme
voilà, consomme charnellement ou se fait consommer charnellement par des hommes subsahariens, euh, peut-être que Macron, en fait, lui, ça lui permet aussi de faire baisser son niveau de névrose momentanément, bien qu'il les consomme. Mais en tout cas, ça lui permet de... Enfin, en tout cas, je vous regardez encore une fois les vidéos et les photos. Dès qu'il est en présence de gens noirs, c'est pas le même. Il est transformé, il est comme un gamin. Il a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est plus du tout le. Et puis, enfin, c'est vrai, il y a un truc très enfantin et comme subjugué. Enfin, je sais pas, comme si quelqu'un qui retrouvait des gens qu'il aime depuis longtemps et qui voyait plus. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc psychopathique. Là, c'est plus le côté gamin complètement exalté. C'est très bizarre. Donc il y a peut-être un truc comme ça. C'est peut-être juste. Enfin, il y a sans doute. Enfin, est-ce que c'est un clin d'œil de la part voilà, de pouvoir pédocriminel à André Gide pour essayer de se donner un vernis de culture et une façade de respectabilité? Est-ce que c'est Macron qui a bien compris que pendant sa présidence, la France devait subir des rituels d'humiliation vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de son passé avec l'Afrique? Et puis même, enfin pas que de son passé, hein, puisque enfin, ça continue moins, mais ça a continué jusqu'à ce que la France commence à se faire dégager. Et donc Macron se dit, ah oui, tiens, enfin, symboliquement, ça serait bien de mettre André Gide qui lui, quand il voyageait en Afrique noire, constatait les horreurs de la colonisation et s'insurgeait. Voilà, je sais pas. Puis c'est peut-être les deux. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que le rituel d'humiliation, pendant la présidence Macron, la France perd son pouvoir en Afrique. Notre président est vu en situation ambiguë avec des délinquants d'origine africaine, d'Afrique noire, dans une géole tropicale. Tout le monde sait qu'il est homosexuel. Et pour les Africains, que des Occidentaux acceptent un président homosexuel, ça veut dire qu'on le considère plus comme... Ça veut dire qu'en fait on le considère comme un artiste, et plus que comme un président. Et finalement, l'affaire Brigitte, du MK Ultra et des trucs de réseau ignobles, est mise en avant par Candace Owens, qui est une journaliste afro-américaine. Donc voilà, tous ces rituels d'humiliation me laissent penser qu'il y a une volonté de dégager du karma ou voilà, de faire de procéder à une remise à niveau énergétique, un rééquilibrage à des niveaux collectifs. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que c'était à peu près compréhensible. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Salut et merci.